Salut à tous, c'est Constant qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver tout seul pour ce débrief du match 4 entre OKC et Minnesota. Effectivement, je suis tout seul. Ça ne fera certainement pas plaisir à quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas l'air d'être particulièrement fans de ma personne, mais c'est pas grave. Les autres reviendront pour les débriefs suivants. D'ici là, on va débriefer ce match 4 tout seul avec une victoire du Thunder, une victoire qui a été difficile, une victoire qui a été extrêmement serrée, qui a été extrêmement tendue au terme d'un des plus beaux matchs de ces playoffs 2025. On va être très honnête, énormément de shot making, énormément de beaux tirs rentrés dans une très belle ambiance du côté du Target Center. Mais la finalité, c'est que le Thunder se retrouve à 48 minutes d'une qualification en finale NBA. Ça fera 13 ans que le Thunder n'a pas atteint les finales NBA. Et puis surtout, OKC, depuis 9 ans, attend ces 48 minutes qui les séparent d'une qualification pour les finales, puisque OKC se retrouve finalement dans la même situation que sur la dernière fois, la dernière apparition sur ces finales de conférence. C'était en 2016, OKC menait déjà 3-1 face aux Golden State Warriors. OKC n'avait pas l'avantage du terrain sur cette série. C'est peut-être ça, le swing factor qui fera que, peut-être qu'OKC, dès le match 5, pourra terminer cette série à domicile, mais on n'y est pas encore. On va d'abord parler de ce match 4. Avant tout, bien évidemment, si la vidéo vous plaît ou si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne YouTube, tout simplement. Vous pouvez aller follow la chaîne sur Switch, vous pouvez laisser des petits pouces pour ceux à qui ça plaît. Pour ceux à qui ça plaît pas, vous pouvez quitter la vidéo, vous n'êtes pas obligé de rester, de regarder continuellement chaque débrief, vraiment rien ne vous y oblige. Mais bref, vous pouvez laisser des commentaires, enfin voilà, les autres reviendront, comme je l'ai dit, pour les débriefs des autres matchs, mais là pour le coup au niveau des calendriers, c'était un petit peu compliqué pour tout le monde en dehors de ma personne, donc je me suis dit, bon, le match valait quand même le coup d'être débriefé. On n'allait pas faire 4-5, surtout que potentiellement le match 5, c'est le match qui peut envoyer OKC en finale NBA. Donc on va faire un débrief du match 4, un débrief qui naturellement sera plus court que si on était 2 ou que si on était 3. Mais voilà, on va essayer de couvrir peut-être de manière un peu plus thématique, un peu moins freestyle que ça a pu être sur les précédents débriefs à partir du moment où la série a basculé, enfin à partir du moment où la campagne de playoff du Thunder a basculé sur la série face à Denver. On va donc essayer de revenir sur cette belle victoire d'OKC, 128-126, au terme d'un match, comme j'ai dit, qui était très offensif avec deux équipes qui ont joué pas loin de leur meilleur match en attaque sur cette campagne de playoff, vu les défenses qui étaient proposées. Une victoire qui s'est dessinée au terme d'un scénario assez bizarre, puisque OKC a mené 46 minutes sur le match. OKC a quasiment mené l'intégralité du match. Minnesota a mené seulement 36 secondes dans cette partie, mais sans que OKC ne puisse jamais réellement créer un écart. Il y avait beaucoup, le maximum où l'écart est monté, on était aux alentours de 10 ou de 11 points. On est au début de troisième quart-temps. Je me demande si c'est pas d'ailleurs le premier panier de troisième quart-temps avec un 3 points d'Alex Caruso qui permet à OKC justement de passer à plus 11, mais OKC n'a jamais réellement su créer un écart, et c'est peut-être la frustration moi que j'ai pu avoir sur cette première mi-temps. On y reviendra, mais c'est que Minnesota a toujours trouvé des opportunités pour recoller au score. Il y a des runs de 9-0, il y a des runs de 7-0, enfin voilà, c'était un match de run, mais de mini run plus qu'un match de 15-0 d'un côté ou de 17-2 de l'autre. Un match qui s'est joué dans les dernières minutes, voire même dans les dernières secondes, voire même dans les derniers dixièmes, avec ce finish un petit peu controversé où un fan du côté de Minnesota a failli devenir le héros de la soirée, puisque si jamais il n'attrape pas cette balle, peut-être que le chrono tombe à 0-0 et que le match est terminé. Mais voilà, un quatrième quart-temps irrespirable où Minnesota rentre absolument tous les tirs et où OKC trouve des solutions, emmené par un trio absolument magnifique, puisque le trio Chet Holmgren, Jalen Williams, Shai Gilgeous-Alexander cumule à eux trois 95 points. C'est le plus gros total sur un match de playoff pour un trio de joueurs du Thunder. C'est mieux que KD, Russ, Harden, c'est dire à quel point ce match a été exceptionnel de la part des trois. Et pour le coup, le différentiel de star talent entre le Big 3 du côté d'OKC et le Big 3 du côté de Minnesota s'est fait ressentir, tout comme le différentiel de shot making entre le banc de Minnesota et le banc d'OKC s'est fait ressentir. Mais voilà, vous mettez tous ces facteurs en compte et vous mettez dans une tambouille et vous retrouvez avec un match qui a été très agréable. Honnêtement, je sais pas ce que les gens externes qui sont ni fans d'OKC ni fans de Minnesota en ont pensé, mais honnêtement, c'était un match très intéressant avec, pour une fois, j'ai envie de dire, un arbitrage qui en première mi-temps a été plutôt à laisser couler, on va dire, sur beaucoup de contacts, qui a été un peu plus strict en deuxième mi-temps, mais voilà, qui n'a pas trop pris le pas sur le jeu et qui a laissé les défenseurs défendre de manière physique, et c'était assez agréable comme match. Mais voilà.
assez blablaté, assez résumé du match. On va potentiellement parler de la principale différence qui a fait que OKC a réussi à performer sur ce match 4 et sur ce match 3. C'était clairement pas défensivement, puisque OKC ressort des 2 matchs à Minneapolis en ayant encaissé 268 points. C'est vraiment 2 matchs où la défense a été mise en souffrance, ou en tout cas elle a été testée, mais elle a été plus que testée. Elle a vraiment été mise à mal avec une équipe des Wolves qui tire à 38 sur 81 à 3 points sur les 2 matchs où ils jouent à domicile. Donc une réussite insolente. Et justement, cette réussite à 3 points, c'est un petit peu le facteur déterminant, le facteur qui fait basculer cette série, ou en tout cas qui fait basculer ce match 4 en faveur d'OKC. C'est OKC qui termine à 16 sur 37 à 3 points. C'était attendu, j'aurais dire, depuis le début de la campagne de playoff. On voulait enfin un match à l'extérieur où OKC avait de l'adresse extérieure. Il aura fallu attendre le 7e match à l'extérieur, oui c'est ça, 7e match à l'extérieur pour que OKC trouve enfin cette adresse extérieure, enfin cette adresse extérieure à l'extérieur justement, avec un Jalen Williams qui a été exceptionnel, on en reparlera, mais surtout, j'ai envie de dire, sur le plan de jeu au global d'OKC, ce qui avait beaucoup fait défaut au match 3, c'était le fait que déjà, du côté de Minnesota, tu laissais beaucoup plus d'espace aux shooters, tu les défendais un peu plus bas, tu t'étais moins agressif sur le porteur, sauf sur Shai Gilgeous-Alexander que tu prenais très haut. Et Shai Gilgeous-Alexander, pour le coup, sur ce match 3, d'une part, avait été assez passif parce qu'il y avait beaucoup de situations où il faisait la passe parce que la pression arrivait très haute, ou alors il perdait des ballons parce que justement la pression haute faisait que tu avais 2 joueurs qui arrivaient sur lui un petit peu en bocal, ou en tout cas qui venaient mettre un petit peu les menottes sur Shai Gilgeous-Alexander. On avait vu l'interception de Rudy Gobert alors qu'il était à 13 mètres éloigné de son panier qu'il protège si bien. Donc c'était un petit peu l'ajustement qu'on avait vu du côté de Mark Denholt. On pensait que ça allait être un ajustement qui allait être fait de par le roster. On s'était dit peut-être que Mark Denholt allait enfin chambouler sa line-up à 2 intérieurs, qui n'a pas vraiment marché depuis le début de la série face à Denver, en privilégiant peut-être un Caruso, en privilégiant peut-être un Cason Wallace en tant que titulaire. Finalement, il a continué avec Isaiah Hartenstein, même si le temps de jeu, et j'y reviendrai, d'Hartenstein a drastiquement diminué sur ce match par rapport aux autres matchs de la série. Donc voilà, c'est l'ajustement principal, ça a été, on va voir que Minnesota te prend chez Gilgeous-Alexander plus haut, et ben on va faire des pauses d'écran plus hautes. Et là, pour le coup, Hartenstein était très intéressant parce que notamment, il a permis à Shai Gilgeous-Alexander, de par la pause d'écran qui était plus haute, d'arriver un petit peu lancé. Ça lui a permis sur certaines actions de jouer un petit peu physique avec Rudy Gobert dès que Rudy Gobert essayait de jouer du drop, ou il a réussi à le driver, ou alors de forcer un switch avec Gobert. Et c'est ce que Shai Gilgeous-Alexander a beaucoup fait sur l'intégralité du match, c'est que il a, à partir du moment, il a fait un petit peu ce que venait Steve Nash à l'époque. Alors Steve Nash le faisait plutôt ligne de fond, mais essayait de se balader en tête de raquette pour ressortir et pour jouer une isolation sur Rudy Gobert. Pas forcément toujours sanctionner le drop en première instance, essayer justement de forcer Gobert à sortir pour ensuite rejouer une situation de 1 contre 1. Et j'ai trouvé que ça avait plutôt pas mal porté ses fruits, notamment en première mi-temps où Shai Gilgeous-Alexander a beaucoup cherché à jouer justement cette situation sur Gobert en isolation. On a vu que il le sanctionne à 3 points à un moment, il arrive à passer le premier pas où il arrive à faire un drive sur lui et Gobert a pas le temps de recover. Ça a un peu moins fonctionné en deuxième mi-temps, surtout dans le troisième quart-temps où je trouve que Shai a beaucoup manqué de lucidité. Alors il y a le shot making qui tombait pas dedans, il y avait de la fatigue aussi parce que c'est le troisième quart-temps où il a été le plus responsabilisé, j'ai envie de dire, en attaque. Mais voilà, c'est un moment où Shai a essayé de s'ajuster par rapport aux autres matchs, et surtout au match 3, en forçant Gobert à défendre un peu plus au large, en jouant beaucoup plus d'isolation, et force est de constater que ça a plutôt bien fonctionné. Ça a bien fonctionné d'une part parce que Shai a pu scorer sur les isolations de Rudy Gobert, mais aussi parce que Gobert étant occupé à défendre Shai au large, ça a laissé beaucoup d'opportunités au Thunder de récupérer des rebonds offensifs, puisque OKC termine avec 19 rebonds offensifs, dont 16 en 3 quarts-temps. On parlera du jeu de la possession qui a été crucial et qui a été un élément absolument déterminant sur cette victoire du Thunder au match 4. Mais voilà, déjà, dans un premier temps, les ajustements offensifs de la part de Mark Denholt, c'était une prise d'écran plus haute, rejouer
pas forcément sanctionné en première instance la première couverture défensive des Wolves, j'ai envie de dire, mais forcer Gobert à ressortir pour jouer une isolation sur Shai Gilgeous-Alexander. Et puis la deuxième, c'est la capacité de sanctionner à 3 points, parce que la stat était un petit peu sortie. OKC était catastrophique sur les 3 points above the break. Les 3 points above the break, pour ceux qui ne savent pas, c'est les 3 points qui ne sont pas dans les corners. OKC, avant ce match 4, pardon, face aux Wolves, tiré à 36%. Non, oui, c'est ça. Non. OKC tournait à 31%. Excusez-moi, je vais vous trouver la stat. 31,1% sur les 3 points above the break, donc les 3 points qui ne sont pas dans les corners. La seule équipe qui faisait pire sur cette post-season, c'était Orlando. Pourquoi OKC n'arrivait pas à sanctionner à 3 points? C'est parce que les corners étaient ouverts, mais globalement, les joueurs qui étaient one pass away, puisque Shai Gilgeous-Alexander attaque souvent plein centre du cercle, les joueurs qui étaient one pass away, les joueurs qui étaient à 45 degrés, n'arrivaient quasiment pas à sanctionner depuis l'intégralité des playoffs. Et là, pour le coup, ça a complètement basculé, puisque sur ce match 4, OKC a tiré à 42,3% de réussite sur les 3 points qui n'étaient pas dans les corners. Ça fait 11 sur 26. Et là, c'est un peu aussi la manière que OKC a eu de contrer cette attaque de Wolves, notamment sur les stunts. Alors pour ceux qui savent pas ce que sont les stunts, c'est quand vous avez Shai Gilgeous-Alexander qui est plein centre du panier, le joueur qui est à 45 degrés, c'est soit Luguentz-Dort, soit Alex Caruso, soit Jalen Williams, soit Chet Holmgren. En tout cas, il y a un joueur qui est à 45 degrés, et quand Shai Gilgeous-Alexander va essayer de driver, le défenseur qui est sur ce joueur à 45 degrés va venir aider sur le défenseur qui défend Shai Gilgeous-Alexander afin de lui boucher l'accès au drive et afin de lui boucher l'accès au cercle. Pourquoi ça n'avait pas fonctionné sur les autres matchs? Parce que, tout simplement, à partir du moment où tu avais les stuns, Shai Gilgeous-Alexander, soit il allait s'empaler sur la défense, soit la passe qui ressortait pour le shooter, le tir tombait pas dedans. Et là, pour le coup, les stunts, ils ont été très agressifs sur Shai Gilgeous-Alexander, sauf que Shai Gilgeous-Alexander, d'une part, a fait les bons choix offensivement sur le playmaking. J'ai vraiment trouvé autant... Sur son scoring individuel, il y a des choses à dire. Je trouve que, comme j'ai évoqué, dans le troisième quart-temps, il a parfois manqué un petit peu de lucidité, même si j'ai jamais trouvé aucun de ses tirs forcés. Il y a quelques actions où il cherche un peu trop la faute à mon goût, mais il y a assez peu de tirs que je trouve vraiment cracra, où je me dis, tiens, c'est une mauvaise sélection de tirs. Voilà, c'est globalement des tirs qui étaient en rythme, des tirs qui étaient dans son spot. Après, les tirs sont tombés dedans ou les tirs sont pas tombés dedans. Mais je trouve que, voilà, le match offensif de Shai Gilgeous-Alexander, déjà, a été exceptionnel, hein, parce que 40 points, 10 passes, c'est quand même assez monstrueux. C'est le 5e joueur de passer, enfin à ce stade de la compétition, finale de conférence ou plus loin, c'est le 5e joueur de l'histoire à réaliser une telle perf en 49-10. Il y a Devin Booker, il y a LeBron James, il y a Jerry West, il y a Charles Barkley, et il m'en manque un, je ne sais plus lequel c'est, mais voilà, c'est une liste de joueurs prestigieux. Et voilà, offensivement, j'ai trouvé qu'il a été parfait. Défensivement, c'était quand même pas du même acabit, on va dire. On l'évoquera juste après, mais voilà, les stuns qui étaient très agressifs sur Shai Gilgeous-Alexander qui a souvent fait la bonne passe. Et derrière, les shooters ont mis dedans. Le premier tir, c'est quasiment une situation où tu as un stunt, où c'est Shai Gilgeous-Alexander qui sert Jalen Williams qui met dedans à 3 points. Il y a 2 tirs de Chet Holmgren où c'est un stunt, justement, où la défense des Wolves essaye un petit peu de refermer l'accès au cercle à Shai Gilgeous-Alexander, où Chet sanctionne. Et c'est là la différence que j'ai envie d'évoquer par rapport aux autres matchs, c'est que, oui, on parlera du match de Jalen Williams, oui, on parlera du match de Chet Holmgren, offensivement, qui ont été absolument merveilleux. Mais je trouve que c'est la différence que tu as pu avoir sur ce match par rapport aux autres matchs, c'est le niveau de confiance avec lesquels les tirs ont été pris, notamment du côté de Chet Holmgren, qui, je trouve, gagne en confiance au fur et à mesure que la série progresse, et qui gagne même en confiance au fur et à mesure que les playoffs progressent. Parce que là, sur ce match, il y a quelques tirs qui sont relativement contestés, où tu as Naz Reid qui essaye de défendre sur lui, et où je trouve que Chet Holmgren prend les tirs en rythme, en confiance, et il met dedans. Il n'y a pas de second thought, il n'y a pas d'arrière-pensée chez Chet sur ce match-là, et que ce soit sur ses drives, que ce soit sur ses prises de position, que ce soit sur sa manière de porter la balle, il fait tout sans arrière-pensée, il fait tout sans jouer avec le frein à main, et ça a énormément profité au Thunder. Donc les 2 points que j'ai envie d'évoquer en premier lieu sur l'ajustement offensif, c'est que prise d'écran plus haute pour les porteurs d'écran d'OKC, que ce soit Hartenstein, que ce soit Caruso, que ce soit Ludort, et surtout les shooters ont mis dedans sur les stunts et ont eu la capacité de sanctionner les stunts. Et à partir du moment où cette équipe d'OKC sanctionne les stunts et où met dedans à 3 points, c'est très difficile d'arrêter cette attaque. Pourquoi c'était très difficile d'arrêter cette attaque? Parce qu'il y a eu Shai Gilgeous-Alexander d'un côté, mais il y a eu un match absolument démentiel de la part de Jalen Williams, qui pour le coup fait son meilleur match en carrière et qui commence à avoir un petit peu de tracking au niveau de ses performances à playoff. Depuis le Game 7 face aux Nuggets,
il est quand même sur une série de matchs où il est très solide, hein. Le match 1, on en avait parlé de manière très élogieuse, puisque en deuxième mi-temps, c'était lui qui avait débloqué un petit peu toute l'attaque d'OKC. Match 2, il est exceptionnel de shotmaking, notamment en première mi-temps. Match 3, il est un peu caché dans la misère collective qu'est cette attaque du Thunder sur le match 3. Et match 4, il fait un match absolument parfait. Là, pour le coup, je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir se baser, ou je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on va voir de manière répétée, mais il y a beaucoup de situations de Jalen Williams où je trouve que c'est un joueur qui progresse énormément sur cette campagne de playoff, sur la gestion de son rythme, sur la capacité d'aller dans ses spots. On le sait, c'était globalement son point faible sur le round de playoff de l'an dernier, c'était l'incapacité de bouger des défenseurs, la capacité d'aller dans ses spots à partir du moment où on arrivait en playoff, à partir du moment où on n'était plus en saison régulière. Là, je trouve qu'il joue avec un rythme, qui joue avec un contrôle qui est absolument démentiel et qui, pour le coup, me fait un petit peu penser au Jalen Williams de la saison dernière. Le Jalen Williams absolument indécent de shotmaking. Et puis voilà, Jalen Williams a mis des paniers qui étaient extrêmement importants au-delà de son shotmaking. 6 sur 9 à 3 points, record en carrière en nombre de 3 points marqués. Et puis il a été crucial au début et à la fin, puisque dans le premier quart-temps, il te plante 13 points à 5 sur 8 au tir et il t'en plante 14 dans le quatrième quart-temps, un 5 sur 7 au tir et 2 sur 3 à 3 points, notamment avec ce 3 points absolument fou qui permet au KC de se donner un tout petit peu d'air quand il reste 3 minutes 40 à jouer, où Shai Gilgeous-Alexander est à 2 doigts de perdre la balle, puis finalement le pied gauche, le pivot de foot, il ne bouge pas, il n'y a pas de marché, Shai fait la passe entre les jambes de je ne sais plus quel défenseur des Wolves, c'est J-Dub qui sanctionne avec le 3 points pour qu'OKC passe à plus 7, et puis ce qui est l'espèce de mini dagger, en tout cas ce qui est un panier qui fait très mal aux Wolves, un autre panier à 3 points alors que OKC est à plus 4, là justement c'est quasiment sur la sanction, enfin, c'est quasiment une manière de sanctionner là aussi un stun, c'est ce que j'ai évoqué précédemment, où tu as Shai Gilgeous-Alexander qui est plein centre, défendu par Nickel Alexander-Walker, tu as Jaden McDaniels qui reste pas très loin, en tout cas qui ne défend plus complètement sur le vis-à-vis, et sur le vis-à-vis, sur Jalen Williams. Shai Gilgeous-Alexander ressort sur Jalen Williams qui plante à 3 points. À partir de là, OKC s'est donné un petit matelas, même s'il aura quand même fallu attendre les ultimes centièmes de ce match et les ultimes dixièmes de ce match pour remporter la victoire. Mais voilà, je trouve que Jalen Williams a été extrêmement bon sur ce match. Bon, défensivement, c'est pas très étonnant, on va dire, de le voir très bon, il a été très solide, notamment sur Julius Randle. Enfin voilà, je trouve que c'est l'un des seuls qui défensivement a un petit peu tenu son rang. Et en attaque, ouais, je trouve que il y a même des actions qui ressemblent un petit peu à du Shai. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que il y a des situations de playmaking où c'est la défense des Wolves qui réagit au shotmaking de Jalen Williams et qui se met elle-même, elle aussi, à faire des stunts sur Jalen Williams. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que si tu commences à avoir Jalen Williams qui est respecté, en tout cas qui est défendu de la même manière que Shai Gilgeous-Alexander est défendu, et ben ça peut potentiellement débloquer beaucoup de choses dans l'attaque d'OKC, notamment au playmaking, puisque sur cette action-là, à partir du moment où Minnesota fait un stump, il ressort à 3 points pour je sais plus qui, peut-être pour Chet, qui sanctionne derrière. Donc voilà, c'est un ajustement de la part de la défense des Wolves qui a commencé à respecter Jalen Williams sur ce match-là, parce que vraiment il a été absolument indécent. Il y a quelques finitions au cercle qui sont pas payées. Je pense que l'efficacité au global aurait pu être encore meilleure que ce qu'elle a été, même si 13 sur 24 au tir, 6 sur 9 à 3 points, c'est absolument indécent en termes de réussite. Il y a des mi-distances qui sont contestées, mais qui tombent dedans. Il y a notamment un behind the back, enfin il y a un changement de rythme où il fait où il drive sur Terrence Shannon Jr., il s'arrête, il fait un behind the back, il pull up à mi-distance. Ça pour le coup, c'est des tirs qu'on n'a pas souvent vu voir Jalen Williams rendre, et c'est des tirs qui sont éminemment positifs parce que c'est des tirs un petit peu à la Shai Gilgeous-Alexander, j'ai envie de dire, mais en tout cas c'est des tirs où il arrive à créer de la séparation et on n'est plus systématiquement sur son espèce de flotteur main gauche à mi-distance où il y a une chance sur deux de le rentrer, c'est très compliqué. Il l'a tenté un peu en début de match, notamment en premier quart-temps où il a essayé de le prendre, ça n'a pas vraiment fonctionné. Enfin voilà, je trouve que Jalen Williams a bien mûri sur ce match. Le seul petit point potentiellement que je mettrais, c'est que il y a eu des hit checks, il y a notamment des pull-ups à 3 points en quatrième quart-temps où il met un ou deux paniers de suite, il tente une ISO très compliquée sur je ne sais plus quel défenseur des Wolves, il tente un pull-up à 3 points. Bon, ça c'est très difficile, mais tu sens qu'il joue en confiance et qu'il joue avec une confiance qui est absolument débordante, ce qui dénote du Jalen Williams, notamment de la série face à Denver. Il y a un 3 points qui prend en première intention, en première mi-temps, il tombe pas dedans non plus, en sortie d'écran, il tombe pas dedans non plus, mais là tu sens vraiment qu'il joue avec un niveau de confiance en lui qui est très important, et c'est ce qu'il fallait exactement à cette équipe d'OKC, parce que sans la performance de Jalen Williams, sans la performance de Shai Gilgeous-Alexander, OKC
OKC aurait été absolument nulle part offensivement. En tout cas, OKC n'aurait pas eu ce matelas suffisant de points pour pouvoir l'emporter, tellement la défense la défense d'OKC et l'attaque des Wolves a été très bonne. Mais le dernier joueur qui s'illustre, c'est un petit peu le joueur du Big Three. C'est à la manière du match 2, mais c'est amplifié. J'ai envie de dire, au niveau de la performance de ces trois joueurs-là, c'est Chet Holmgren. Chet Holmgren qui, j'ai envie de dire, comme je l'évoquais tout à l'heure, progresse au fur et à mesure que la série s'améliore. C'est-à-dire que Chet, on l'a vu en première mi-temps, ça a été quand même la première mi-temps du match 1, ça a été très compliqué. Il était inexistant dans le jeu offensif du Thunder. Deuxième mi-temps du game 1, il commence un peu à mettre le nez à la fenêtre, notamment dans le quatrième quart-temps où tu le vois sanctionner au rebond offensif, où tu le vois sanctionner au cercle. Match 2, c'est un peu pareil. Il commence à jouer des actions offensives sur Rudy Gobert. Il commence un petit peu à créer. Sur ce match-là, c'est le Chet Holmgren parfait, j'ai envie de dire offensivement, et c'est là toute la différence aussi. Et Chet Holmgren, ses meilleures performances, bizarrement, sont à partir du moment où il joue le plus de minutes au poste 5. Pourquoi? Parce qu'il peut jouer un Rudy Gobert, il peut jouer un Naz Reid. Enfin, moi, ce que je trouve impressionnant sur Chet, notamment sur ce match 4 là, c'est que déjà, il n'a pas eu peur de prendre les tirs, comme je l'ai évoqué. Il y en a un en plus où il termine à 2 sur 4 à 3 points. Il aurait même pu terminer à 3 sur 5 à 3 points s'il faisait pas du 57. Parce qu'il y a une passe de chez Gilgeous-Alexander où il a lorté sur la ligne. Il nous fait une KD face aux Bucks en Game 7 en 2021. Mais voilà, niveau de confiance très élevé, pas de refus des tirs. Et puis surtout, comme j'ai évoqué, il y a des actions où c'est du bully ball en tout cas. Où sa finition au cercle, je trouve qu'elle s'améliore. Déjà, elle était bonne de base. Elle était bonne avant sa blessure en début de saison, elle était déjà bonne l'an dernier, mais là je trouve que entre les Eurostep qu'on a vu un peu sur le début de la série, entre la définition très compliquée, il y en a un où il prend un rebond off, il est à deux doigts de perdre la balle, alors c'est toujours assez peu académique, hein. Quand il s'agit de Chet Holmgren, c'est toujours un petit peu pantin désarticulé, mais je trouve que Chet Holmgren a quand même bien sanctionné, notamment au cercle, et puis oui, il y a du bully ball, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une action, notamment dans le quatrième quart-temps, où il drive sur Naz Reid. Naz Reid, il tente, soit il résiste pas au contact physique, soit il sait qu'il se fait déjà un peu prendre de vitesse et qu'il est pas forcément bien placé, donc du coup, qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Il va essayer de chercher la faute, donc du coup, il se retrouve les fesses par terre en reculant, et Chet finit avec un gros dunk. Ça, c'est des actions de Chet Holmgren qu'on n'avait pas vu sur la série face à Denver. Alors, les défenseurs étaient pas les mêmes, c'est plutôt Aaron Gordon qui était un coffre physique plus important, mais je trouve que Chet, là aussi, offensivement, à la manière de J-Dub, a joué avec confiance sur ce match 4, et j'ai l'impression que les deux sont en train petit à petit d'élever leur niveau de jeu sur cette campagne de post-season, et c'est exactement ce qu'il fallait ce qu'il fallait au OKC. C'est enfin le Big Three. Là, pour le coup, c'est le type de match où tu peux dire OKC possède réellement un Big Three, parce que c'est le match où les trois sont vraiment exceptionnels en attaque, et puis au-delà de l'attaque, tout simplement, j'ai parlé, enfin, au-delà, un dernier point sur l'attaque, sur ces trois-là, en tout cas, sur l'attaque à quel point ces trois ont été performants. Ils marquent 95 points en cumulé. Si on ajoute le playmaking de Shai Gilgeous-Alexander, le playmaking de Jalen Williams et le playmaking de Chet Holmgren, ils ont marqué ou délivré une passe décisive sur 115 des 128 points du Thunder. C'est ça que je trouve absolument fou, c'est que les trois ont été le moteur de l'attaque absolument tout le temps. C'était eux qui étaient au playmaking, c'était eux qui étaient au scoring, c'était eux qui étaient à la création. Enfin voilà, ils ont été absolument exceptionnels, et va falloir... Je pensais qu'après le match 2, il fallait attendre un sacré paquet de temps avant de revoir un match où les trois seraient aussi bons. Et finalement, 2 matchs plus tard, les trois sont encore meilleurs en attaque. Donc voilà, c'était une performance absolument exceptionnelle de la part de ce trio. On peut continuer ce débrief en parlant un petit peu de tout le reste. On parlera de la défense après, qui a fait défaut. Mais moi, il y a un point que j'aimerais évoquer, qui a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, le point central de ce match, c'est le jeu de la possession. Puisque OKC termine... OKC a écrit l'histoire de la NBA, j'ai envie de dire. Et oui, OKC a écrit l'histoire de la NBA, puisque c'est une première. Cette saison, non, même en playoff. Les Wolves ont tiré à 51% au tir et 18 3 points rentrés. Avant ce match, les équipes qui tiraient à 50% au tir au global, ou mieux, et qui avaient rentré 18 3 points, avaient un bilan de 55 victoires pour 0 défaite en playoff. Ils ont perdu. Et l'autre stat qui est encore plus invraisemblable, c'est que en playoff, dans toute l'histoire NBA, les équipes qui avaient moins de rebonds, moins de passes, moins de lancers francs tentés, un pourcentage de réussite au tir plus bas, un pourcentage de réussite à 3 points plus bas et un pourcentage de lancers francs plus bas que l'adversaire étaient en 0 victoire pour 190 défaites. 0 victoire pour 190 défaites. Le Thunder devient la première équipe à remporter un match où
tout allait dans leur sens ou tout allait contre leur sens justement. Mais voilà, pourquoi OKC remporte ce match? Parce que le jeu de la possession, parce que oui, t'as tiré moins bien au lancer franc, t'as tiré moins bien à 3 points, t'as pris moins de rebonds, mais par contre, t'as eu plus de tirs, t'as eu plus de possession. Globalement, OKC a perdu un paquet de ballons, hein, on va pas se mentir. Pour OKC, c'est pas non plus une performance exceptionnelle en termes de turnover, mais comparé aux Wolves, ça n'a absolument rien à voir. Les Wolves qui perdent 23 ballons sur ce match et où je trouve qu'OKC n'en a même pas tant profité que ça. T'as beaucoup enfin, si on regarde les points sur turnover adverse, les Wolves ont marqué plus de points sur les turnovers adverses que OKC, alors que OKC a quand même perdu beaucoup moins de ballons que les Wolves. Même sur transition, OKC ne marque que 5 points sur transition. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que cette équipe d'OKC qu'on avait louée pour ses capacités à être une excellente équipe sur le jeu de transition, a beaucoup manqué en tout cas a manqué de lucidité sur le jeu de transition et a gâché certaines opportunités que les Wolves leur donnaient, notamment en première mi-temps où je trouve qu'OKC manque un peu le coche de pas mener plus largement. Alors les Wolves mettent des paniers importants, les Wolves rendent des paniers qui sont quand même cruciaux à certains instants de la première mi-temps où ils sont à -8, -9 et il y a un 3 points de Nickel Alexander Walker, il y a un 3 points de Dante DiVincenzo, il y a 2 lancers pour Anthony Edwards. Enfin, j'ai trouvé qu'ils avaient quand même su rentrer des paniers à des moments clés pour éviter de prendre complètement l'eau. Mais OKC a surtout manqué des opportunités puisqu'il y a une séquence en fin de deuxième quart-temps où les Wolves loupent 9 ou 10 tirs consécutifs de suite, ce qui est assez rare sur ce match que les Wolves loupent 9 ou 10 tirs de suite et finalement OKC en profite pas. Il y a des actions où tu forces un turnover puis ensuite tu la redonnes aux Wolves parce que tu repères la balle directement sans même tenter un tir. Enfin voilà, c'est un peu la frustration moi que j'avais au terme de cette première mi-temps, c'est que globalement sur la première mi-temps, OKC termine avec plus de rebonds offensifs que les Wolves, hein, d'assez largement, puisque OKC termine avec 5 rebonds offensifs de plus que Minnesota, termine avec 5 turnovers de moins et ne se retrouve qu'à plus 8 à la mi-temps. C'était un petit peu l'élément de frustration que j'avais, surtout que Anthony Edwards avait été complètement muselé sur cette première mi-temps puisqu'il tente que 2 tirs. C'était la crainte moi que j'avais où je me disais OKC fait une bonne première mi-temps, aurait potentiellement pu appuyer un peu plus fort pour créer un lead un peu plus élevé. J'avais peur que cette incapacité justement à creuser un écart plus élevé puisse sanctionner OKC. Ça a failli sanctionner OKC, notamment au début de troisième quart-temps. OKC se prend un run de 7-0 pour que les Wolves reviennent à -4, puis à un moment je crois qu'il y a un 9-0 pour que les Wolves reviennent à égalité. T'avais l'impression qu'OKC avait laissé passer sa chance et finalement OKC a toujours eu des moments où tu as pu un petit peu te remettre, ou en tout cas t'as jamais eu vraiment de moment de doute parce que dans les moments où Minnesota fait un push pour revenir, t'as toujours trouvé de l'attaque avec Shai Gilgeous-Alexander, avec Jalen Williams, avec Cason Wallace qui a été exceptionnel dans le troisième quart-temps sur les balles à 50-50, il est toujours là, il termine avec 3 rebonds offensifs, les 3 rebonds offensifs ils sont cruciaux. Enfin voilà, je trouve que, et Cason Wallace d'ailleurs qui met un ou deux jumpers à mi-distance notamment sur des sidelines ou des remises en jeu en dessous du panier du côté des Wolves qui permettent à OKC de repasser à plus 2. Je me souviens qu'il met un jumper à mi-distance assez contesté où ça permet justement à OKC de repasser à plus 2 quand il y a 79 partout. Mais voilà, la bataille des turnovers, c'est OKC a enfin remporté, pas enfin, mais en tout cas c'est celle où elle a été le plus appuyée et c'est justement ce qui permet à OKC de remporter ce match puisque dans la finalité OKC tente 11 tirs de plus que les Wolves. Au niveau des lancers francs, il y a eu, on va dire que le total de lancers francs est un peu biaisé par la fin de match où ça a fait beaucoup de fautes des deux côtés, mais il y a 7 lancers francs d'écart en faveur de Minnesota. Donc voilà, OKC a su profiter au niveau de la bataille des turnovers pour sanctionner. On a été très agressif sur le porteur. Pour le coup, t'as fait perdre beaucoup de ballons à Anthony Edwards, t'as fait perdre beaucoup de ballons à Julius Randle, t'as fait perdre quelques ballons aussi à Naz Reid. Enfin voilà, je trouve que cette équipe d'OKC a été très agressive et justement aurait pu d'une part profiter un peu plus des turnovers, mais surtout on a profité pour remporter ce match parce que de l'autre côté, j'ai envie de dire que cette défense encore une fois était mise à mal puisque j'en avais parlé quand on avait fait la preview face aux Wolves où j'avais dit qu'il y avait le match 5 face aux Warriors où les Wolves terminent genre à 60% au tir, 50% à 3 points mais ils perdent 23 ballons. Et j'avais dit
de manière encore une fois totalement visionnaire, hein, bien sûr, que ce genre de scénario ne se reproduirait pas si tu joues un match face à OKC. Alors, les Wolves, ils terminent le match à 51% au tir, 44% à 3 points, mais en perdant 23 ballons. C'est vraiment la meilleure défense de la part d'OKC, c'était les turnovers qui étaient provoqués. Les Wolves qui globalement se sont baladés en tout cas, on fait ce qu'ils voulaient de cette défense d'OKC. Alors, il y a eu beaucoup de réussite de la part des role-players du côté de Minnesota. C'est clair que c'était pas le match 1 ou le match 2 du côté d'OKC où ils mettaient pas un caillou dans l'océan. Là, pour le coup, ils rentraient absolument tout, notamment le duo Dante DiVincenzo, Nickel Alexander-Walker qui termine à 10 sur 16 à 3 points. Les Wolves, qui était une équipe qui tirait à 33% sur les tirs à 3 points dans les corners avant ce match 4, ont tiré à 61% sur les 3 points dans les corners. Donc vraiment un shotmaking qui était extrêmement élevé de leur part. Mais pourquoi le niveau de shotmaking est extrêmement élevé? Parce que la défense de Casey a vraiment été extrêmement en difficulté pour défendre les Wolves. Déjà, dans le premier quart-temps, je trouve que tu as eu cette incapacité à défendre la pose d'écran de Rudy Gobert. Et ça m'a donné un petit peu des flashbacks du match 3. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Gobert posait un écran, notamment chez Gilgeous-Alexander, je pense que je peux en parler maintenant, le match de chez Gilgeous-Alexander que j'ai trouvé absolument, défensivement en tout cas, que j'ai trouvé pas bon, mais vraiment pas bon. En tout cas, c'est les cartons impairs qui m'ont le plus frustré sur la défense de chez Gilgeous-Alexander. C'est le premier et c'est le troisième carton. Premier carton, à partir du moment où Gobert pose un écran, il conteste pas, il essaie même pas de se battre pour passer à travers l'écran, ce qui fait que McConley se retrouve soit avec des drives wide open, soit avec des 3 points wide open. Et puis dans le troisième carton, il y a 2 actions de suite où c'est le même play qui amène à 2-3 points de Dante DiVincenzo dans le corner à gauche, où c'est chez Gilgeous-Alexander qui, globalement, ça communique pas très bien. Premier coup, il sort pas sur Dante DiVincenzo. Deuxième possession, personne lui dit qu'il y a Nasrid qui pose un écran derrière, donc il peut pas ressortir. Mais enfin voilà, je trouve que c'est globalement un match où Shai Gilgeous-Alexander défensivement a été catastrophique. Même off-ball, franchement, il se battait pas du tout pour essayer de garder son vis-à-vis devant lui. Là où, par exemple, Lugensdort a été très bon pour empêcher Anthony Edwards de driver, pour empêcher Anthony Edwards de récupérer la balle. Enfin voilà, le jeu off-ball, pour celles et ceux qui ont envie de revoir le match, vraiment, focalisez-vous, notamment en première mi-temps, sur Lou Dort pour défendre Anthony Edwards, notamment quand il est off-ball, pour l'empêcher de récupérer la balle. Ça n'avait absolument rien à voir avec le match 3. Et pour le coup, Lou Dort, autant moi j'ai pu le critiquer sur sa manière de naviguer entre les écrans et sa manière de gérer les écrans. À partir du moment où c'est Gobert qui pose les écrans, hein, parce que quand c'est Nickel Alexander-Walker, quand c'est Nasri, quand c'est Jaden McDaniels, on va dire que Lou Dort a la malice pour provoquer les écrans mobiles, mais quand c'est Gobert, il sait exactement ce qu'il faut faire en termes de pose d'écran pour éviter justement que des écrans mobiles soient sifflés, pour que des fautes offensives soient sifflées. Donc Lou Dort est un peu plus en difficulté, mais sur ce match 4, j'ai trouvé un Lou Dort qui était absolument excellent sur la capacité de deny, de refuser Anthony Edwards de prendre la balle et off-ball, enfin, en tout cas de refuser Anthony Edwards de jouer un peu plus off-ball et d'avoir un premier décalage off-ball. Mais voilà, c'est une défense qui a quand même été mise à mal parce que malgré tout le bien que j'ai pu dire sur la défense off-ball de Lugensdort, Minnesota a quand même trouvé ses spots, Minnesota a quand même trouvé son jeu de drive and kick, Minnesota a quand même trouvé son jeu, on va dire, qui avait bien fonctionné au match 3, oui. Globalement, la défense au cercle d'OKC a été tout sauf impériale, puisque OKC concède 41% de ses tirs au cercle, les Wolves tirent à 20 sur 29 au cercle. Enfin, globalement, OKC a concédé beaucoup de tirs au cercle, et les Wolves les ont rentrés ces tirs de manière plutôt efficace. On est dans le 59e centile sur la campagne de playoff, ça veut dire qu'ils font mieux que 59% des matchs qui ont été joués sur l'intégralité du round de playoff, et c'est un peu... C'est un peu l'aspect sur lequel je pondérais un petit peu les propos autour d'Anthony Edwards. Je trouve qu'Anthony Edwards n'a pas forcément fait un très bon match, ou en tout cas je trouve qu'il a manqué d'impact, et c'est un peu ce que tout le monde lui reproche à la sortie de ce match 4, quand bien même c'est un de ses meilleurs matchs que j'ai pu voir en termes de capacité à aller au cercle. Franchement, Hartenstein était un peu mieux pour défendre, notamment sur Anthony Edwards quand il essayait de pull-up à 3 points. Par contre, dès qu'il essayait de passer le premier pas, c'était terminé, on voyait plus Hartenstein. Chet a eu un peu de mal, si bel et si bien que sur le 4e carton, OKC s'est même plus embêté. OKC a fait, écoutez, on va mettre Alex Caruso en défense sur Rudy Gobert ou Lugensdort, comme ça on va pouvoir switcher pour empêcher le pull-up d'Anthony Edwards. Mais à partir du moment où Anthony Edwards avait décidé d'aller au cercle, à partir du moment où il passait le premier pas, il y avait assez peu de joueurs de OKC qui arrivaient à rester devant. Il y avait assez peu d'actions où tu arrivais à le stopper. Ça donnait des drive and keep qui étaient superbes. Très honnêtement, hein, Anthony Edwards, je trouve que
Il aurait peut-être dû même se forcer un peu plus. Il y a beaucoup, comme je l'ai dit, beaucoup d'actions où tu lui refuses la balle, mais franchement, à partir du moment où il jouait un pick and roll avec Gobert, ou un pick and pop avec Nasrid, je trouvais qu'il avait beaucoup de ses accès au cercle. Donc voilà, finition qui était très bonne aussi. C'est un match d'Anthony Edwards où il aurait peut-être dû un peu plus se forcer. Mais au niveau du playmaking, enfin c'était très bon. À l'inverse de Julius Randle qui lui pour le coup était fantomatique, puisque même off-ball, il n'a pas existé. J'ai envie de dire, il termine à 1 sur 7 au tir, il joue 28 minutes. Enfin, je trouve que le match de Julius Randle est absolument fantomatique. Il a réussi à post-up Draymond Green sur la série précédente. Il n'arrive pas à post-up Alex Caruso. Il perd un nombre de ballons incalculable. Lui, pour le coup, a une vision tunnel qui était absolument catastrophique. Il y a une action, c'est dans le deuxième quart-temps où il tente un post-up, où tu as Chet sur lui, Caruso sur lui, Kayson Wallace sur lui, un quatrième joueur du Thunder sur lui. Je me demande si c'est pas Isaiah Joe. Il fait pas la passe, il s'embourbe, il perd la balle. Enfin, c'est n'importe quoi ce qu'a tenté de faire Julius Randle sur ce match-là. Et voilà, le trio, entre guillemets, c'est Anthony Edwards, Mike Daniel, Julius Randle. C'est un peu le trio offensif du côté des Wolves. Et ben, il ne marque que 43 points sur ce match comparé aux 95 du trio, ça fait mal, mais les Wolves sont restés dedans parce que Nickel Alexander-Walker a été absolument fabuleux, même si voilà, ESPN il nous le répète 150 fois, donc je sais pas si vous étiez au courant, mais Nickel Alexander-Walker et Shai Gilgeous-Alexander sont cousins, voilà, peut-être que je vous l'apprends, ça vous surprend, mais il y avait des finitions qui étaient particulièrement osées, qui étaient particulièrement difficiles du côté enfin de la part du cousin sur ce match. C'est vraiment lui qui a embêté OKC. Puis Dante DiVincenzo qui a été rayonnant en attaque. Aussi parce qu'il a profité du manque de communication de la part d'OKC. Hein. Il y a un moment où on est dans le quatrième quart-temps, il reste 2 minutes à jouer. T'as Anthony Edwards et Dante DiVincenzo qui switch de corner, c'est-à-dire que t'as Edwards qui part du corner à droite qui va dans le corner à gauche et DiVincenzo qui part du corner à gauche qui va dans le corner à droite. J-Dub et Lugensdort sont censés switcher, les deux communiquent pas, que DiVincenzo se retrouve wide open dans son corner à droite, il plante à 3 points. Je crois que c'est le 3 points qui permet à Minnesota de revenir à -2 ou de revenir à -4, quelque chose dans le genre. Donc ouais, j'ai trouvé que les largesses, il y avait des largesses défensives du côté du Thunder, mais t'avais aussi manqué de capacité à empêcher les drives du côté des Wolves. Enfin, voilà, c'est un match du côté de Minnesota. Je pense qu'ils feront difficilement un meilleur match offensif que celui-là. Je me demande même si honnêtement leur match offensivement est pas meilleur que le match 3. Il y a un peu moins de shot making, mais comme l'attaque du Thunder scorait plus, t'as plus scoré sur demi-terrain. Enfin voilà, j'ai trouvé que cette attaque de Minnesota avait quand même été très bonne et a sorti une de ses meilleures perfs. Et pour le coup, contrairement à la série face à Denver où tu craignais Nikola Jokic, et bah c'est les role players de Minnesota qui t'ont sanctionné. Ça amène aussi sur le choix du roster qu'a fait Mark Denload, puisque globalement la double line-up, comme je l'ai dit, la double big line-up a fait beaucoup débat entre ce match 3 et ce match 4. Isaiah Hartenstein n'a quasiment pas vu le parquet de la seconde mi-temps. Et Hartenstein a été crucial au rebond offensif, notamment en première mi-temps. Je crois qu'il en prend 4 ou en tout cas il prend 4 rebonds offensifs sur le match. Il y a quelques actions où les joueurs des Wolves font photo rebond et du coup bah, ça permet au OKC d'avoir une possession supplémentaire. Mais j'ai pas trouvé que Hartenstein avait été d'une part très utile défensivement. Comme je l'ai évoqué, il a eu beaucoup de mal à défendre sur Anthony Edwards à partir du moment où Anthony Edwards avait décidé de driver. C'était pas aussi catastrophique que ça avait été notamment sur le match 3 où OKC est quand même a sorti un peu plus fort sur lui. Il y avait moins de drops sur Anthony Edwards que ce que tu as pu avoir sur les matchs précédents, notamment sur le match 3. Mais voilà, Hartenstein a été mis en difficulté, et puis surtout en attaque, il sert pas à grand chose, quoi. On va être très honnête. Il y a 2 actions de suite où Hartenstein il fait la fameuse action avec Isaiah Joe où il prend un rebond off, il pose un écran. La première action, Isaiah Joe plante à 3 points. La deuxième action, Isaiah Joe il fait un drive, il va provoquer un N1, mais c'est les 2 seules fois où il a réellement été utile. Et même au-delà de ça, je trouve qu'il a été éminemment frustrant parce qu'il regarde pas le cercle. Il regarde pas le cercle. À partir du moment où il prend le rebond offensif, il cherche instantanément à faire la passe. Moi, il y a une action qui m'a frustré. Je sais plus si c'est en deuxième ou en première mi-temps, mais il prend un rebond off. Il a le Jaden McDaniel sur lui. Bon, je sais que Jaden McDaniel, c'est loin d'être une tanche en termes de physique, en termes de coffre athlétique, en termes de défense au poste, mais Hartenstein, il fait, je sais pas, il fait 2,13 pour 115 kilos. Il doit être capable de le poster.
il doit être capable de poster, il doit être capable de jouer, même si ça ne termine pas forcément sur un tir, hein, mais au moins que ça puisse créer quelque chose dans l'attaque du Thunder. Et non, il regarde pas le cercle, il ressort pour faire une passe. Donc à partir du moment où Hartenstein, qui est quasiment un non-facteur en attaque, hormis sur sa pose d'écran, comme je l'ai évoqué, où ça a permis à Shai Gilgeous-Alexander d'avoir un petit peu de démarquage, et forcément tu ne joues que 15 minutes sur le match, tu joues 5 minutes en deuxième mi-temps, et c'est Alex Caruso et Cason Wallace qui prennent le lead, parce que ça permet d'une part d'avoir un spacing plus grand. Cason Wallace, il a cette tendance à se faire oublier dans le dunker spot et à prendre des rebonds offensifs. Pareil pour Alex Caruso, qui met quelques paniers qui sont dans le dunker spot. Enfin voilà, je trouve que Isaiah Hartenstein, cette série est compliquée pour lui, et que on commence à avoir suffisamment de data, et qu'on commence à avoir justement la preuve que Chet au poste 5 ça marche mieux qu'au poste 4, et puis finalement quand tu as du spacing avec Caruso et Cason Wallace, tu défends pas plus mal sur les extérieurs parce que tu peux switcher en mettant Caruso sur un plus grand. Enfin voilà, je trouve que Hartenstein a beaucoup de difficultés depuis la série face à Denver. Au moins c'est un luxe de l'avoir, puisque contrairement à l'an dernier, tu n'avais pas cette opportunité si Chet n'était pas performant de dire ok on met Hartenstein, mais j'ai envie de dire c'est une option plus qu'une nécessité sur cette campagne de playoff. Et puis Caruso et Cason Wallace, comme j'ai évoqué, étaient absolument extraordinaires. C'est pas eux qui vont ressortir le plus sur la ligne de stats, mais en tout cas c'est eux qui ont été le plus le cinquième titulaire, puisque Lou Dort se retrouve assez vite en problématique de faute et en attaque, a pas du tout le même impact que peuvent avoir les deux autres. Mais voilà, c'est le cinquième titulaire, j'ai envie de dire. Caruso termine le match. Enfin, cette équipe d'OKC peut compter sur ces deux joueurs-là en sortie de banc. On n'a pas vu de Wiggins d'ailleurs au niveau de la rotation, ce que j'ai trouvé assez intéressant. Peut-être un choix. L'attaque tournait bien, donc en soi, tu n'avais pas vraiment besoin de Wiggins, mais plus un choix défensif, c'est Kenrich qu'on a beaucoup vu, et Kenrich que j'ai trouvé très bon aussi. Il y a un moment où OKC passe sur un 5 qui est tout petit, où tu as 4 guards, je crois que c'est Lou Dort, Caruso, Shea, Cason Wallace et Kenrich au poste 5, et ce 5 arrive à être viable. Donc voilà, c'est Kenrich qui a apporté des bonnes minutes défensivement, qui a été intéressant, qui a mis un haut de panier à mi-distance, qui a mis un gros 3 points. Isaiah Joe, qu'on a critiqué parce qu'il n'avait pas l'impact sur ses playoffs qu'il a pu avoir en saison régulière, et qui lui aussi a remis un petit peu le nez à la fenêtre, qui a apporté 8 minutes, qui n'étaient pas inintéressantes. Il met 2 paniers qui sont importants. Il met une possession à 5 points d'ailleurs, puisqu'il fait un N1, il loupe son lancer franc, il y a un 3 points justement de Kenrich. Donc OKC qui a trouvé des possessions à 5 points quand il fallait. Mais voilà, la rotation à 9 a été solide, pas de Wiggins, on verra ce qui va se passer sur le match 5. Mais dans l'ensemble, un petit peu pour faire un résumé de ce match sur les 40 minutes déjà que j'ai fait, même en étant tout seul, j'arrive à être particulièrement bavard. Je trouve que OKC a fait a bien su s'ajuster sur ce match 4, surtout en attaque, où, comme j'ai dit, son capacité à fonctionner les stunts. Shai Gilgeous-Alexander qui a joué soit plus vite, soit qui a pu cibler Gobert sur l'isolation, soit qui a bénéficié d'une pose d'écran qui était plus haute, donc potentiellement capacité de sanctionner. John Williams et Chet Holmgren qui ont été absolument extraordinaires. Et puis défensivement, une défense qui a beaucoup souffert sur le playmaking des Wolves, en tout cas sur la capacité des Wolves à faire les bonnes actions, mais qui a tenu parce que les turnovers, et le jeu de la possession d'OKC qui a, comme souvent, j'ai envie de dire, permis au Thunder de remporter ce match. Et deux petites choses aussi, deux petites choses avant d'embrayer sur le match 5. Je trouve que il y a quand même une certaine sérénité de la part du Thunder sur ce match. En tout cas, c'est que, comme j'ai dit, OKC mène le match pendant 46 minutes. Et les Wolves continuent de revenir, ils continuent de mettre des 3 points à la fin de match. Enfin, le quatrième quart-temps, tu te demandes si ils vont louper un tir. Déjà, ils prennent 9 rebonds offensifs sur le quatrième quart-temps, là où ils en avaient pris 10 sur le troisième quart-temps. Donc, quand ils loupaient un tir, j'ai envie de dire que ça donnait souvent rebond offensif qui redonnait panier derrière. Mais ils ont une adresse à 3 points qui est absolument délirante. Sur le troisième quart-temps, ils terminent à 6 sur 13. Parce que t'as Anthony Edwards et t'as des tirs un petit peu manqués sur la fin de match, ou quand il reste plus 2, plus 3, mais il y a un stretch où ils doivent mettre franchement 4 ou 5 3 points de suite, c'est absolument indécent. OKC continue à trouver les réponses, OKC ne craque pas, surtout à l'extérieur dans une énorme ambiance. C'est en partie grâce à Jalen Williams, bien sûr, et en autre partie grâce à Shai Gilgeous-Alexander. Mais voilà, j'ai trouvé une certaine sérénité de cette équipe d'OKC qui dénote complètement de ce qu'on avait pu voir notamment sur les matchs à Denver, où tu craquais quand même dans les grandes largeurs. En tout cas, tu étais sur le point de rompre et tu t'en remettais souvent à la maladresse du côté de Denver à ta défense. Là, c'est ton attaque qui t'a porté, c'est ton attaque qui t'a permis de remporter le match et de pas trop craquer dans le clutch, puisque Minnesota,
Hormis sur la dernière possession où il y a le jeu des lancers francs, où OKC a décidé de faire faute à +3, où on se retrouvait plus ou moins dans le même scénario que sur le Game 1 face à Denver, mais au moins ça a payé dans le bon sens ce coup-ci. Minnesota c'est assez peu retrouvé. Minnesota n'a jamais vraiment eu l'occasion d'égaliser ou de passer devant. Le plus proche, hormis la dernière minute, le plus proche qui revienne c'est à -2. À un moment dans le quatrième quart-temps, à un moment on est dans le clutch sur un 3 points de Dante DiVincenzo. Mais en dehors de ça, il y a pas eu d'opportunité d'égaliser ou de prendre l'avantage. Et puis, bah, justement, le compte de Chet Holmgren à +5 et 40 secondes à jouer. Où franchement, Jaden McDaniels, il a testé sur toute la série là, son je drive, je fais un turnaround ou en tout cas je fais un petit peu la toupie pour essayer de finir. Soit je m'arrête à mi-distance, soit je drive. Et pour le coup, Chet, au bout de la 854e fois où Jaden McDaniels a essayé de le tester, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a mis un gros contre au moment important. Donc, OKC n'a pas fait beaucoup de stops sur ce match, mais a su faire le stop qu'il fallait faire à un moment important. Et pour le coup, bah voilà, c'est Chet Holmgren, le protecteur de cercle, qui permet à OKC de mener 3-1. Donc, assez parlé de ce match 4. On va faire très vite une preview du match 5 où OKC aura l'opportunité de rejoindre les finales NBA, d'être la première équipe qualifiée pour les finales NBA et puis de retrouver les finales depuis 13 ans, depuis 2012. Ce serait un moment incroyable pour qui viendrait pas célébrer cette saison, mais en tout cas ce serait mérité sur cette série puisque on voit que Minnesota est quand même un tout petit peu en dessous. Sur les deux matchs à Minneapolis, ils sont dans le ton. Le match 3 est une énorme raclée, mais sur le match 4, tu sentais qu'OKC était un petit peu en contrôle. Et on veut dire que c'est les mini détails qui font que OKC a pu remporter ce match là où Minnesota semble un peu pêcher. Mais comme l'an dernier, Minnesota avait perdu les deux matchs à Minneapolis face à Dallas sur des détails, et je trouve que c'est le step potentiellement qu'ils vont devoir franchir. C'est que sur les détails, ça fait 2 années de suite en finale de conf où ils se font battre et où ils vont devoir progresser peut-être avec un peu plus de maturité, notamment au niveau de ton leadership. Mais voilà, match 5 au Payton Center, ce sera donc dans la nuit de mercredi à jeudi, ce sera à 2h30. Moi, les seuls trucs que je peux dire, c'est que OKC, déjà l'ambiance au Payton Center va être absolument folle. Mais surtout, pour avoir revu un petit peu le match 6 des finales de conf 2012 entre OKC et San Antonio, ne pas se laisser envahir par l'événement, j'ai envie de dire, ne pas céder à la nervosité de l'événement, ce qu'avait fait la team de 2012 qui dans le premier quart-temps se retrouve mené de +18 ou de +20. Tu vois qu'ils sont extrêmement nerveux sur ce début de match, que la salle est chauffée à blanc, que limite l'événement est trop gros pour eux. J'ai assez peu de doutes sur le fait que cette équipe de KC réagisse de la même manière, mais voilà, ne pas te laisser envahir par l'événement. Et puis surtout, quand tu as une équipe de Minnesota qui se retrouve à devoir jouer un match à l'extérieur où elle est éliminée suite à une défaite, il faut appuyer directement. Il faut appuyer dès le début de match. T'espères que les role-players de Minnesota ou que Minnesota au global, parce que dans le premier carton, ils sont à droit à absolument chaque carton qui existe. À chaque match qui existe, ils sont à droit au premier carton à 3 points. T'espères qu'ils vont enfin pas mettre dedans à 3 points. Et puis voilà, faut continuer d'appuyer, faut leur mettre la tête sous l'eau et de dire non. On n'éveille même pas le moindre soupçon de comeback. On termine chez nous. On termine ça de manière très propre. Voilà, c'est les deux seules choses que j'ai envie de dire sur ce match 5, c'est ne pas te laisser envahir par l'événement, ne pas te laisser envahir par pas la pression, mais déjà pas croire que tu as gagné, comme ce qui avait été le cas au Game 3, où déjà faut que tu te ramènes avec la bonne mentalité, et puis surtout voilà de saisir l'instant, en tout cas de pas te laisser submerger par l'événement. Voilà, on sera là pour le débriefer, c'est tout pour ce débrief. J'ai été pipelette, puisque j'ai quasiment fait 50 minutes tout seul. J'espère que ça vous a plu malgré tout. Je sais que c'est peut-être un peu moins dynamique, forcément en étant tout seul, que si j'avais été accompagné de mes comparses, que ce soit Tom, Pierre ou Charlie. Mais si la vidéo vous a plu, et merci à celles et ceux d'ailleurs qui sont allés jusqu'au bout, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner. Déjà, si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous abonner. Merci de votre soutien qui ne se dément pas au fur et à mesure que la campagne de playoff du Thunder progresse. Merci à tous les petits nouveaux sur la chaîne. Enfin voilà, la chaîne évidemment se développe bien sur cette campagne de playoff. On vous remercie. Donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des petits pouces si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter dans l'espace commentaire tout simplement ce que vous avez pensé de ce match 4. On se retrouve donc jeudi pour le débrief du match 5. Est-ce que le Thunder sera qualifié en finale NBA? On verra ça jeudi. D'ici là, portez-vous bien, regardez de la NBA. Salut!